mistaken assumptions that we made at the time were that there would be no. Là où on s'est trompé, c'est on pensait qu'il n'y aurait plus de guerre. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement, on l'a vite oublié. Et ensuite est arrivé quelque chose de brutal, la mort du président Roosevelt. Le président Roosevelt a quitté la Maison-Blanche pour se retirer à Warm Springs en Géorgie à Pâques de 1945. J'étais à Washington et mon père, qui connaissait quelqu'un à la Maison-Blanche, a pu permettre à mon frère et moi-même d'être amenés à la Maison-Blanche, pas seulement dans la Maison-Blanche, mais dans le bureau ovale, et nous s'asseoir dans la chaise, dans le fauteuil de Franklin Roosevelt, juste après qu'il ait quitté la Maison-Blanche pour partir à Warm Springs, et d'ouvrir les tiroirs, donc non seulement de s'asseoir dans son fauteuil, mais de garder le stylo qu'on a trouvé aussi. Voilà, c'est cette expérience-là qui a suscité le début de mon intérêt pour les affaires internationales. 6 jours plus tard, après m'être assis dans le fauteuil du président Roosevelt, et il se mourait quelques jours plus tard. Donc. Et un ancien sénateur du Missouri, Harry Truman, a pris sa place. C'était un vice-président par accident. Certainement un président aussi par accident. La démobilisation des forces occidentales a été rapide d'Europe. On voulait rentrer à la maison et on est rentré chez nous. On a emmené tout ce qu'on avait emmené pendant toutes ces années. Les Britanniques sont rentrés chez eux et les Français, le reste de l'Europe sont restés avec eux-mêmes pour reconstruire. Ça ne pouvait pas durer. L'Union soviétique manifestait de l'hostilité et de l'arrogance vis-à-vis de nous. Donc ensuite, on s'est repositionné en Europe avec nos forces politiques. Des Jean Monnet en France avaient commencé le concept de la réintégration et de la reconstruction de l'Europe. La CECA a vu le jour. Tout cela était des organisations précurseurs de l'OTAN. L'OTAN s'est créée en 1949 pour démontrer au monde la volonté d'hégémonie soviétique. Et l'Allemagne est restée divisée entre la DDR et la RFA. L'Allemagne de l'Est a été donc prise et Berlin divisé en 4. Voilà, les Américains, les Français, les Britanniques et les Soviétiques. Et donc il y a eu un pont aérien qui a été installé avec les Dakota comme avion. En 1946, en quittant le pouvoir, il est venu aux États-Unis. Il est venu dans une petite ville du Missouri, l'État d'origine du président Truman, dans une université. Il a donné là-bas un discours qui a défini le nouveau monde dans lequel nous vivions. Mars 1946. Parmi toutes ces choses qu'il a dit, depuis Stettin dans la Baltique jusqu'à l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Et cette phrase, le rideau de fer, signifiait
la division pour toujours. L'OTAN a répondu, et également l'Amérique, avec le plan Marshall. En 1947, le secrétaire d'État George C. Marshall, général de l'armée et héros de la guerre, a annoncé à l'Occident un énorme programme pour faire ressusciter l'Europe de ses cendres, des cendres de la guerre, et qui prévoyait la reconstruction de l'Allemagne. Ensuite, il a donné place au président Eisenhower, qui lui-même avait participé à l'opération Overlord en 1944, en débarquant donc dans le nord-est de la France, dans le nord-ouest de la France. Puis Kennedy, Johnson ont pris la suite, Nixon, et pourtant aucun changement significatif dans la division de l'Europe. Ça ne changeait pas beaucoup. La confusion et désaccord sur la politique soviétique. La coexistence pacifique était la théorie à l'époque, avait deux significations. Un pour nous, livre et laisser vivre. Мирное сожительство, or мирное сосуществование, meaning peaceful coexistence, but active peaceful coexistence. Les soviétiques l'ont interprété, cette devise, coexistence pacifique, mais active. La vôtre est la mienne et la mienne est la vôtre. C'est devenu un grand problème pour nous. Et puis il y a eu la crise des missiles cubains en octobre 1962. Du fait de l'erreur d'appréciation de Khrouchtchev, il est arrivé à la conclusion que Kennedy était faible et qu'il ne résisterait pas. Donc, les missiles à Cuba, on s'en est vraiment beaucoup rapproché de la guerre. C'était vraiment une crise très sérieuse. On a été très proche de la guerre. J'étais au cœur de New York, essayé de revenir à Washington pour rejoindre ma famille. On était 63, donc il y a eu le traité interdisant les essais nucléaires. La Yougoslavie semblait indépendante de l'Union soviétique. Il y avait d'autres mouvements dans l'Europe de l'Est. Et etc., etc. Johnson, Nixon, Ford, Carter ont amené l'élection de Reagan en 80 et ont amené à l'idée que la coexistence pacifique était adéquate pour les États-Unis. Reagan a décrété un changement de ton dans sa conférence de presse. Complètement un changement de ton complet. Voilà. Reagan a fait le point dans sa première conférence en disant que mais il pensait que Reagan était un cow-boy. Et il ne pensait pas qu'il avait une vraie stratégie. Reagan a armé pour pouvoir négocier avec les soviétiques, pour être en position de force. Le non-soviétique dénonçait la position de force. Le président Reagan, on lui a tiré dessus. Peu de temps après avoir été élu, il a essayé de communiquer avec Brejnev. Il a écrit à Brejnev une lettre manuscrite de son lit d'hôpital qui lui a été apportée et rejetée. Il demandait de pouvoir rencontrer Brejnev.
et de discuter les choses. Puisqu'il c'était vraiment été très près de la mort. Cette offre de Reagan a été simplement rejetée. Il y a eu Brejnev, Andropov, Tchernenko. Brejnev on lui a reproché de ne pas rencontrer Reagan. J'essaie. Et Reagan a répondu, j'essaie de les rencontrer, mais ils n'arrêtent pas de me faire faux bon, ils meurent tout le temps. Mais l'essence de la stratégie de Reagan, c'était la force, peu de concessions, mais une grande stratégie. On déploie les missiles. Si vous n'enlevez pas vos SS-20 de l'Ukraine et de la Tchécoslovaquie, si vous n'enlevez pas ces SS-20 derrière l'Ural, eh bien, on va déployer nos missiles de croisière.